Le 1er mai. Quand on pense à cette date, on pense souvent au muguet, à un jour de congé, peut-être à une manif qui passe au loin, mais derrière ce jour férié se cache une histoire assez dramatique, pleine de tensions, de sacrifices, une histoire qui a carrément changé notre façon de travailler. Alors, pour bien comprendre d'où ça vient, on va faire un petit voyage dans le temps. Ça sonne un peu bizarre comme question, non? On se demande quel peut bien être le rapport, et pourtant, croyez-le ou non, la réponse se trouve pile au cœur de l'histoire du 1er mai. Ces trois groupes, qui ont l'air d'avoir rien en commun, ont tous joué un rôle clé pour faire de cette journée ce qu'elle est devenue. Pour comprendre l'origine de tout ça, il faut retourner dans les années 1880. À cette époque, oubliez la journée de travail de 8 heures. La norme, c'était plutôt 10 ou même 12 heures par jour, 6 jours par semaine. C'était une réalité carrément épuisante, et c'est là que les premières graines de la révolte ont été semées. Et face à ces journées de travail interminables, il y a un chiffre, un seul, qui est devenu le cri de ralliement de tout un mouvement, 8. L'idée était simple, mais pour l'époque, c'était une révolution. 8 heures de travail, oui, mais aussi 8 heures de sommeil et 8 heures pour les loisirs, pour vivre, tout simplement. Et cette grande bataille pour la journée de 8 heures, elle a vraiment explosé aux États-Unis. C'est là que le mouvement a commencé à s'organiser de façon très sérieuse en planifiant une action d'une ampleur jamais vue. En 1884, les grands syndicats américains se sont donné un objectif super audacieux. Ils se sont dit, OK, on a 2 ans pour imposer la journée de 8 heures. La date limite qu'ils ont fixée, c'était le 1er mai 1886. Et ce n'était pas un hasard. C'était le début de l'année financière pour plein de compagnies, le moment parfait pour mettre un maximum de pression. Bon, le jour J arrive. Et les résultats sont mitigés. D'un côté, il y a une super nouvelle. 200 000 travailleurs obtiennent satisfaction tout de suite. C'est une victoire immense. Mais de l'autre, pour environ 340 000 personnes, les patrons refusent. Ils n'ont donc pas le choix de déclencher la grève. Le décor était planté pour une confrontation. Et cette confrontation, elle a atteint son sommet, son point le plus tragique, à Chicago. La ville est devenue l'épicentre d'événements super violents qui allaient marquer l'histoire du mouvement ouvrier pour toujours. Et là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le 3 mai, la police tire sur des grévistes et fait 3 morts. Le lendemain, pendant un rassemblement, une bombe explose et les policiers sont tués. La répression qui est suivie a été brutale. 5 leaders anarchistes ont été condamnés à mort et pendus, même si les preuves contre eux étaient vraiment très, très faibles. Et l'injustice de ce procès a fini par être reconnue. Plusieurs années après leur exécution, ces hommes ont été réhabilités. Ça a confirmé les doutes que beaucoup de gens avaient sur leur culpabilité. Mais ce qui est le plus renversant dans cette histoire, c'est cette révélation choc. Des enquêtes, bien des années plus tard, ont suggéré que le chef de la police aurait lui-même lancé la bombe sur ses propres hommes. Pourquoi? Pour provoquer le chaos et justifier une répression massive contre les anarchistes. Ça change complètement la perspective sur ce qui s'est passé. Cette tragédie à Chicago a eu un écho immense. Loin de calmer le jeu, elle a inspiré les travailleurs du monde entier. L'histoire a traversé l'Atlantique et a pris une nouvelle dimension. 3 ans après le drame de Haymarket, on se retrouve à Paris. Les leaders socialistes européens sont réunis. Et là, en mémoire des martyrs de Chicago, comme ils les appellent, ils décident d'organiser chaque 1er mai une grande manifestation internationale pour continuer à exiger la journée de 8 heures. Et dès la première manif, en 1890, un symbole fort est apparu, un petit triangle rouge que les manifestants portaient à leur boutonnière. Chaque côté du triangle représentait une des 3 revendications. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Une façon simple et super efficace de montrer leur vision d'une vie équilibrée. Avec le temps, ce qui était une journée de grève et de protestation a commencé à se transformer. Lentement mais sûrement, le 1er mai est devenu un jour férié officiel dans de plus en plus de pays. Un tournant majeur a eu lieu juste après la Première Guerre mondiale. Le fameux traité de Versailles, celui qui a mis fin à la guerre, contenait aussi un article qui reconnaissait la journée de 8 heures comme un objectif à atteindre partout dans le monde. Tout d'un coup, la revendication des manifestants entrait dans le droit international. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure politique assez surprenante. La Russie soviétique a été l'un des premiers pays à faire du 1er mai un jour chômé en 1920. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'Allemagne nazie a fait la même chose en 1933, en faisant du 1er mai une journée chômée et payée. Hitler voulait par ce geste s'attirer les faveurs de la classe ouvrière, un symbole de lutte ouvrière récupéré par 2 régimes autoritaires. Et au Québec dans tout ça?
Eh bien, ici, l'histoire a pris un chemin un peu différent, teinté par notre propre culture. Notre histoire commence en même temps qu'à Chicago, avec une première manif en Montréal en 1886. La fête devient un jour férié officiel en 1899. Mais, fait intéressant, dans les années 50, les grands défilés ont été abandonnés. La raison? Les gens préféraient tout simplement en profiter du long congé pour se reposer en famille. Finalement, en 1973, les grands syndicats ont décidé de déplacer leur célébration principale au 1er mai pour se reconnecter avec la tradition internationale. Alors, après ce long parcours historique, qu'est-ce qui reste du 1er mai aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce symbole qui est devenu si complexe? Le nom Fête du travail peut porter à confusion. En réalité, on ne fête pas le travail en tant que tel, mais bien les travailleurs et les travailleuses. C'est une journée pour se souvenir des combats qui ont été menés pour obtenir les droits qu'on tient souvent pour acquis aujourd'hui. Alors, la question demeure. Qu'en pense au 1er mai? Est-ce qu'on devrait le voir comme une simple célébration, un jour de congé, ou plutôt comme le mémorial d'une lutte, parfois violente et passionnée, pour la dignité et des conditions de travail décentes? Peut-être que c'est un peu des deux, finalement. Un rappel que nos acquis sociaux ont une histoire qui mérite vraiment d'être racontée.